Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, vous nous rejoignez pour parler solaire et politique. Et pour parler surtout politique, qui mieux qu'un homme politique. Donc j'ai avec moi Gregory Cayley. Bonjour Monsieur Cayley. Hey, bonjour Florian, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté en tout cas. De rien, de rien. On est dans les locaux du MT Lab, donc un grand merci aussi à eux de nous accueillir. Je vais remettre un peu de contexte parce que c'est intéressant de savoir comment on s'est rencontrés, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Oui. Je passe la moitié de mon temps sur LinkedIn, à peu près. Et vous êtes une des rares personnalités politiques que je voyais au Québec qui réagissait souvent sur le solaire, sur l'énergie renouvelable au Parlement. Donc, un jour, je vous ai contacté par LinkedIn, tout simplement, en vous disant « Hey, j'aimerais ça faire un podcast sur le solaire et politique. Est-ce que vous seriez game de faire ça ?» Vous m'avez dit « Oui », tout simplement, sans détour. Donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais, ensemble, on va s'interroger vraiment sur les interactions entre la sphère politique et un petit peu plus la sphère terrain, notamment solaire au Québec. On va regarder un petit peu les enjeux, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fonctionne. Et ensuite, on ira sur le côté un petit peu plus actualité avec les dernières annonces d'Hydro-Québec et le projet de loi 69 sur l'énergie au Québec. Parfait. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Good. Je vais essayer de résumer un petit peu ce que vous faites parce que vous avez beaucoup de casquettes. Donc, vous êtes député Jacques Cartier du Parti libéral du Québec. Oui. On va compter ensemble, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'énergie, en ça. matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise, Oui. en matière de ressources naturelles et enfin porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de la Côte-Nord. Voilà. Ouais. Bien occupé. Tous mes collègues et moi, on est bien occupés. On a plusieurs fonctions, mais je suis vraiment chanceuse, premièrement, de représenter les gens de Jacques Cartier. C'est vraiment un honneur, mais aussi d'être porte-parole dans des dossiers qui sont, oui, dans l'actualité, mais hyper intéressants en général. C'est vraiment des choses qui ont un impact sur notre économie et avenir comme une société. Alors, j'ai vraiment un honneur de, comme je dis, représenter la communauté de Jacques Cartier, mais en même temps participer dans des débats hyper importants pour notre société. Donc justement, qu'est-ce qui vous a amené, si vous pouvez vous présenter en quelques lignes pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qui vous a amené en politique et surtout ce lien que vous avez peut-être avec un peu plus, peut-être que les autres ou pas, on verra, mais sur l'énergie renouvelable et sur le solaire en particulier? Alors, le lien, pour la politique, mon père était député pendant 25 ans dans le comté de Jacques Cartier. Alors, j'ai grandi dans une famille très politique. Mon grand-père était un bénévolat pour le Parti libéral du Québec et pour toute campagne électorale, mon grand-père était présent au niveau fédéral, provincial, municipal, des commissions scolaires. Alors, c'est quelque chose qui est dans notre sang. Pour vrai, là, quand même, ma mère, exactement, autre chose. J'ai 4 sœurs, par contre, et eux autres, ils suivent la politique de près, mais aucune d'eux autres ont lancé dans la politique. Mais bref, c'est quelque chose qu'on adore comme une famille. Alors, j'ai travaillé comme un attaché politique après que j'ai fait une maîtrise en administration publique à l'Université de Queen's, puis un bac en histoire et politique à McGill. J'ai commencé à travailler comme un attaché politique dans le cabinet de Pierre Corbet, qui était responsable pour des relations avec les Premières Nations et les Inuits du Québec, le dossier des Autochtones. Puis après ça, j'ai suivi lui le ministère MAPAC, qui est agriculture puis des pêcheries. Puis après ça, j'ai travaillé pour Yvon Vallière, des relations intergouvernementales canadiennes. Puis après ça, il y a un changement de gouvernement. J'ai revenu avec le gouvernement du Couillard. Je travaille pour Jean-Marc Fournier, qui était au bureau de la leader parlementaire, mais aussi responsable pour les relations avec les autres provinces. Et finalement, j'ai terminé avec M. Couillard, le premier ministre du Québec. J'ai travaillé avec lui. J'étais responsable pour les relations avec la communauté d'expression anglaise. Et finalement, quand on a créé un secrétariat pour la communauté d'expression anglaise, j'ai travaillé pour la nouvelle ministre, Kathleen Wyle. Alors ça, c'est un petit peu le parcours comme une jeune attachée politique. Puis quand mon père a pris sa retraite, j'ai vendu des cartes de membres, j'ai fait le financement dans le comté, puis j'ai eu la chance d'être le candidat pour le Parti libéral en 2018. Alors c'est la première fois que j'étais élu. Alors c'est un peu bref l'histoire, comment j'ai arrivé dans votre bureau aujourd'hui. Ouais. C'est à cause de ça. Tout ça pour arriver ici. Exactement. Et à quel moment justement votre relation avec l'énergie renouvelable, pourquoi est-ce que prendre le parti de dire je vais défendre cette énergie au Québec, d'où c'est venu ça? Je me souviens la première fois qu'on a discuté l'idée que c'est possible que Québec devienne la batterie verte Amérique du Nord. C'était avec M. Charest. Quand il a lancé le projet de la Romaine et tout ça, il y a eu ce concept, c'était le chef de cabinet, l'ancien chef de cabinet de Jean Charest, Dan Gagné, qui a écrit un article
de mémoire, c'était l'Institute for Relations of Public Policy, sur ce concept que si on travaille avec quand même Terre-Neuve, Québec développe ses ressources hydrauliques, etc., on peut devenir une force pour pas juste Québec, mais dans l'Amérique du Nord de l'Est. Cette idée, ce concept-là. C'est la première fois qu'on a discuté ça. J'ai trouvé ça super fascinant comme un jeune attaché politique. Alors, c'est là que j'ai commencé à travailler un peu dans le dossier quand j'étais avec le ministre de Vallière des Relations intercanadiennes, parce qu'à l'époque, on a parlé beaucoup de cette dossier-là, le dossier de l'énergie. Puis après ça, dans les années de M. Couillard, c'est certain que le gouvernement de M. Couillard a commencé à regarder des projets d'énergie plus renouvelables. En 2016, le gouvernement du Québec a dit que ça va prendre 30% plus d'énergie renouvelable au Québec. Puis encore, j'étais avec M. Fournier, qui était le ministre responsable des Relations canadiennes. Puis on a commencé à parler le projet d'énergie Est. Mais en même temps, sur le côté de Québec, on disait que fine, on va parler de l'énergie comme un pays, là. Ce projet de loi ce projet de pipeline qui était dans l'actualité beaucoup dans ces années-là. On dit, mais en même temps, Québec a beaucoup des autres éléments qui sont plus dans le côté des énergies vertes, renouvelables. Et je me souviens que M. Couillard a tenu un forum à Québec sur le sujet des changements climatiques, mais en même temps de parler. Ça, c'était en quelle année? De mémoire, c'est 2015-2016. OK, donc c'est assez récent finalement. Oui. Alors, on a préparé ça et c'était hyper intéressant de dire que Québec était comme, on veut être un leader dans ce domaine-là. Alors, c'est un peu où, dans mes fonctions comme un attaché politique, je suis le dossier, je commence à mieux comprendre. Ça commence à vous intéresser. Exactement, que comme une politique publique, comment on va construire le Québec demain avec plus des énergies renouvelables qui ne sont pas toujours juste les barrages. Alors c'est un peu de ça où j'ai trouvé que ça va être une grande partie des discussions, pas juste ici au Québec, mais quand même dans le reste du Canada. La transition est parfaite parce qu'on va faire un petit rappel sur l'état en fait des lieux de l'énergie au Canada, mais aussi au Québec, parce que je pense que c'est important de le rappeler. Donc le mix électrique au Canada est représenté entre 60 et 62% par de l'hydroélectricité. Donc en fait, on a une énergie quand même assez décarbonée par rapport à d'autres pays dans le monde. Le nucléaire vient en deuxième position, entre 14 et 15%, notamment en Ontario. Le gaz naturel entre 11 et 13%, Alberta, Saskatchewan. Charbon, 4 et 5%, pareil, Alberta, Saskatchewan. L'éolien qui est en forte hausse depuis quelques années, entre 6 et 7%. Et enfin, derrière, un petit peu loin, mais on va y arriver, le solaire qui représente à peu près 2% du mix énergétique canadien. Et pour le Québec, alors là, c'est notre game. Hydroélectricité, on est à 94%. Éolien, 5%. Et ensuite, les autres ressources qui contiennent biomasse, solaire thermique, solaire photovoltaïque, on est environ à 1%. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces chiffres? Qu'est-ce que ça vous évoque? Première chose, c'est toujours quand on regarde ces chiffres-là, le fait que Québec a pris des bonnes décisions avec leur capacité de bâtir des barrages et de développer le secteur de hydro, parce qu'on est vraiment chanceux qu'on a cette énergie présentement au Québec. On a traversé notre terrain, on a pris des bonnes décisions. Dans les années Lesage, Lévesque, Bourassa, etc., cette question, est-ce que ça va être des barrages ou des centrales nucléaires? Puis on a fait le choix qui finalement était le bon choix. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? On sait qu'on a beaucoup de demandes, les demandes en énergie cessent de ne pas augmenter. C'est comme, c'est fou de voir quand on regarde les différentes études, comment on doit bâtir beaucoup plus d'énergie dans des prochaines décennies. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Parce qu'une partie de ça, c'est certain, on peut bâtir des autres barrages. On a un projet avec Terre-Neuve, Churchill Falls, Muskrat Falls. C'est bien intéressant. Est-ce qu'on va voir les autres projets des barrages au Québec? On verra. Mais c'est certain que ces chiffres-là, pour l'éolien, puis quand même pour le solaire, les autres types d'énergie, il faut l'augmenter. Je pense qu'Hydro-Québec n'a pas un autre choix devant eux présentement. Alors, quand je regarde ça, on a pris des bonnes décisions dans le passé, mais maintenant, nous sommes dans une situation qu'on doit prendre des bonnes décisions pour la suite des choses. Oui, on est peut-être un peu presque sur la phase 2, la grande phase 2. Exact. On est devant encore un nouveau choix. Puis c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'en fait, l'augmentation de l'énergie est là, mais ce n'est pas que pour les Québécois. C'est-à-dire qu'on vend aussi à l'extérieur, notamment aux États-Unis. Oui. La demande est là. On reviendra à la fin sur la politique de notre ami Donald Trump. Oui.
on est divisé entre effectivement d'autres provinces qui ont fait d'autres choix parce que peut-être des territoires différents ou d'unités politiques, justement on revient là-dessus, différentes. J'aimerais qu'on s'interroge sur ça, sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on va prendre un chemin plutôt qu'un autre, notamment, on va pousser le solaire parce que c'est ce qu'on fait, mais comment ça se passe dans les faits? On sait qu'il y a sans doute des groupes de pression, de lobby. Oui. Comment ça se passe dans la réalité, vous, votre quotidien politique par rapport à ça? C'est certain, pour nous, c'est un peu différent dans le sens que Hydro est tellement un grand joueur, c'est comme... Oui, pas 94%, exactement, c'est exactement. énorme. Alors, c'est pas comme Hydro-Québec fait beaucoup de lobby devant des élus de Ils ont l'Assemblée pas forcément nationale. besoin. Non, non. Et c'est certain que Michael Sabia siège sur des comités avec des ministres et le premier ministre du Québec. Alors, c'est un peu différent dans les autres domaines où il y a une compétition pour les producteurs de l'énergie. Alors, c'est un peu différent de ce sens-là, mais c'est certain que quand Hydro-Québec arrive à l'Assemblée nationale, comme M. Sabia a fait la semaine dernière, pour l'étude des crédits, par exemple. Puis on a une chance de poser des questions à lui. C'est pas vraiment en termes de lobbying, mais on sait qu'Hydro-Québec est le plus grand joueur. Et si jamais on veut avancer certains dossiers, c'est par eux autres. Il faut garder eux autres, au minimum, faire notre mieux possible comme une opposition, de garder eux autres responsables pour la décision, puis s'assurer qu'ils expliquent bien qu'est-ce qui se passe dans leur domaine. Mais je ne peux pas dire qu'il y a énormément de lobby. C'est certain Pas avec au Québec en tout cas. Exactement. C'est certain avec les énergies renouvelables comme l'éolienne puis le solaire, ça change un peu parce qu'il y a un mix. Des fois, Hydro-Québec est impliqué dans des projets avec des entreprises privées. Et quand même, au Québec, on a des Boralex, on a NextEra Energy. Il y a des entreprises privées qui produisent de l'électricité ici, mais j'ai jamais vraiment reçu des courriels pour faire nécessairement de lobby. Des fois, il y a des rencontres avec, comme une entreprise Boralex, c'est hyper important pour notre économie. Des fois, il y a des rencontres avec mon chef puis le critique responsable dans le dossier de l'économie. On va rencontrer ces groupes-là, mais pas autant de lobbying comme on voit probablement aux États-Unis. Ou même, pour mon Ou expérience peut-être dans les autres provinces. Aussi, et en France, moi, je ne ouais. peux pas nécessairement parler pour les autres provinces, je ne connais pas. Mais c'est pas quelque chose, c'est souvent par des consultations publiques et quand même dans les discussions qu'on a en commission, c'est là qu'on fait des connexions avec des différents groupes ou quand même certaines fois des entreprises. Mais souvent, c'est comme ça que les discussions et les débats sont lancés dans notre société. On disait, encore une fois, prendre une bonne décision. On sait que les décisions qui vont être prises aujourd'hui vont avoir des conséquences sur les 5, 10, 15, même 50 prochaines années. On sait qu'il y a des alternances entre les partis politiques au pouvoir. Est-ce qu'il y a on peut dire qu'il y a une idéologie du renouvelable par rapport à certains partis politiques ou... Bien, moi, je dis qu'au Québec, presque toutes les partis sont pour le développement des ressources d'énergie renouvelable. Peut-être qu'il y a une partie des conservateurs qui préfèrent qu'on regarde la possibilité de développer plus des sources comme gaz naturel, etc. Mais quand même, ils ne sont pas nécessairement contre. Ils juste ont une préférence pour les autres sources d'énergie. Regardez la question nucléaire, par exemple. Mais en termes de ça, il y a pas mal un consensus qu'on est d'accord avec, mais c'est plus une question, quels sont les meilleurs projets d'aller l'avance avec? Qu'est-ce qui va être le meilleur coût pour notre société? C'est plus sur cette question-là. Il n'y a pas un énorme débat sur les types d'énergie, sauf pour quelque chose comme le nucléaire qui, si jamais Québec décide d'aller de l'avant ou Hydro-Québec, ça va prendre une grande discussion à le niveau national et une discussion sociétale pour s'assurer que tout le monde est d'accord avec un projet comme ça. Mais en termes des sources d'énergie, tout le monde est pas mal d'accord avec de l'éolienne, hydroélectricité, solaire, biomasse, mais c'est juste quel entre ces types d'énergie on doit prioriser. Alors justement, la transition, encore une fois, est parfaite. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu, on en parlait tout à l'heure, des annonces d'Hydro-Québec. Il y a en ce moment l'étude sur le programme de loi 69 sur l'énergie au Québec. J'aimerais qu'on s'interroge aussi sur le terrain, comme on disait, et la sphère politique. Là, je parle de mon côté. Sur le solaire, on sait qu'à travers Énergie Solaire Québec notamment, on essaie de faire remonter les informations du terrain, que ce soit des professionnels, des installateurs, de la réalité. Et des fois, c'est vrai qu'on a un peu cette impression que soit on n'est pas écouté, soit on nous entend, mais qu'on ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où nous, on fait remonter la réalité et l'information se transmet à ces groupes-là? Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait que
ça avance pas ou que ça avance moins vite que ce qu'on devrait? Ou que ce que nous, on voudrait? Est-ce qu'on parle de solaire? Là, on va parler sur le solaire. OK. Si on parle comme on prend comme le solaire comme l'exemple, pourquoi ça n'a jamais avancé dans le passé, pourquoi ça semble avancer maintenant? Première chose, c'est une nécessité. Comme pour Hydro-Québec, c'était juste pas intéressant, le solaire. Il a préféré d'aller de l'avant avec les autres projets des barrages de l'ON. Ils ont préféré ces deux options-là. Mais maintenant, quand ils regardent des options devant eux, quel va coûter le moins pour eux autres? Je pense que Hydro-Québec arrive dans une situation, on a vu malheureusement qu'eux autres étaient décotés par Standard & Poor's. Le contrôle des coûts va être important pour Hydro-Québec pour la suite des choses. Ça ne dit pas qu'ils ne vont pas investir massivement. Je pense qu'ils ont reçu le message qu'il faut être aussi prudent. Alors, quand on regarde des différents types d'énergie devant nous, quel arrive à le meilleur coût? Je pense que ça, c'est la priorité pour eux autres. Alors, je pense dans la question pourquoi ça avance maintenant, il y a une partie que le débat dans l'espace public est arrivé, dans le sens qu'on a regardé des juridictions autour de nous, puis on a dit, bien, eux autres sont en train d'installer des parcs solaires, de miser sur le solaire. Pourquoi pas nous? On a les mêmes capacités potentielles selon les études. Alors, je pense que c'était partie de ça, c'est vraiment la nécessité et le fait qu'on regarde dans les autres juridictions et ça marche. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Parce que c'est pas comme si le solaire était vraiment rentable depuis 2 ans. C'est-à-dire que même en Europe, là, des pays comme l'Allemagne, même la France, on sait que le coût est très très faible. Alors le coût de l'hydroélectricité est aussi faible, mais c'est pas nouveau que l'équipement solaire est en baisse. On a entendu Hydro la semaine dernière qui a dit, le wording exact je ne sais plus, mais on a changé un petit peu de mindset. Pourquoi maintenant et pourquoi pas il y a 5 ans par exemple? C'est une très bonne question. Je pense que l'arrivée de Michael Sabia peut-être a changé un petit peu l'attitude, changement de direction d'Hydro-Québec, où il a demandé à ces gens d'être plus ouverts à des différentes options. C'est certain aussi qu'on a eu un débat à l'Assemblée nationale et je me souviens quand j'ai posé la première question en chambre à M. Fitzgibbon à l'époque, que notre ami Patrick m'a écrit pour dire ben Greg, merci. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Québec que le député a posé une question sur l'énergie solaire. Je pense que c'est la première vidéo de vous que j'ai vue en fait. Alors je ne veux prendre aucun crédit, mais c'est parce que j'ai vu un petit peu partout au Québec des entreprises ici qui sont hyper intéressantes. J'ai regardé un petit peu ce qui se passe dans les juridictions comme l'Allemagne, le Texas, l'époque, Californie. C'est juste à côté de nous, l'Ontario. Et à côté de nous, Ontario loin, aussi. Et quand même, les autres juridictions, les autres provinces ont commencé à investir dans le solaire. Je dis, bien, au minimum, comme dans la position, je peux lancer la discussion. Puis je commençais avec ça. Et je pense qu'il y a eu une écoute de le côté du gouvernement de dire, bien, peut-être c'est quelque chose qu'on peut regarder comme une société. Alors, pourquoi il y a eu une réticence avant? Comme je dis, je pense qu'Hydro-Québec a dit, bien, on n'a besoin pas de ça. On va continuer avec nos projets de barrage puis de LON, puis ça va être notre stratégie, avec aussi un petit plus d'être plus efficace avec notre consommation d'énergie. Mais maintenant, ils ont réalisé, bien, première chose, solaire, on peut bâtir ça. Puis rapidement, en plus. Et rapidement. La mise en place est rapide. Rapidement est très, très, très important, particulièrement parce qu'on arrive dans une situation où il y a un manque de surplus et des besoins continuent d'augmenter. Au minimum, il y a plus de pression sur le système. Je pense que c'était une combinaison des différents éléments, des différents facteurs. Un momentum, en fait. Un momentum, en effet. Puis aussi, une lobby de solaire au Québec, des différents groupes et des entreprises. Non, exactement, qui ont présenté des arguments qui, je pense, qu'on finalement fait de raison et a eu une écoute le côté gouvernemental et d'Hydro-Québec. Et maintenant, on arrive avec une politique qui est intéressante. C'est un plan qui a besoin plus de détails, mais au minimum, quelque chose de jamais vu. Ouais. De jamais vu dans l'histoire d'Hydro-Québec. Donc justement, si on maintenant revient sur l'actualité, deux grandes actualités qui sont les annonces d'Hydro-Québec par rapport au solaire. Je voudrais qu'on commence avant ça sur le projet de loi 69 sur lequel vous statuez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que vous faites pendant ces commissions? Ben, le 69, c'est une vaste réforme. Il y a des éléments. La première chose, c'est cette fameuse PGIR, c'est le plan de gestion des ressources intégrées et qui inclut une forme de consultation avec tous les différents acteurs du milieu énergétique, pas juste des entreprises de production, mais aussi de sociétés civiles,
des groupes environnementaux. Alors, ça, c'est un élément qui était très important pour le gouvernement, c'est d'avoir cette vision aussi. Une vue très globale en fait. Globale et faite qu'on l'objectif de révise chaque l'énergie pour le 6 Québec, ans. Exactement. Tous les 6 ans? Tous les 6 ans, Ok. avec un rapport au mi-chemin pour voir est-ce qu'on doit peut-être modifier certains objectifs, etc. Après ça, on va parler de l'aliment qui est important, c'est certain, c'est le rôle de l'autoproduction, la distribution de l'électricité au Québec. Mais il y a aussi un élément qui touche l'efficacité pour Hydro-Québec, je dis ça en guillemets, mais certains appels d'offres où Hydro-Québec va être capable de ne pas aller gré à gré, de faire ses propres décisions, aller plus rapidement. Alors ça, c'est certains des éléments qui sont importants, un peu sur la tarification, mais aussi un plan de récompensation pour Hydro-Québec pour garder les tarifs résidentiels à un certain montant. Alors il y a plein des éléments et le gouvernement vient aussi ajouter un plafond sur le gaz, pour le prix de gaz à la pompe. Alors, il y a plein des éléments de ce projet de loi. C'est vraiment une vaste réforme de notre secteur énergétique qui n'était pas faite depuis des années. Okay. Alors, je parle de plein des différents éléments. Il y en a plus. Alors, on est rendu là au minimum avec... Ça, c'est une très simple 101 de le projet de loi 69. Qu'est-ce qu'on fait en commission? Bien, présentement, déjà, peut-être qui c'est qui statue là quels sont les... Est-ce que Hydro-Québec y est? Est-ce que c'est tous les partis politiques? Est-ce que c'est comment ça marche? Première phase, le gouvernement dépose un projet de loi. C'est fait souvent, il fait des consultations avant de déposer un projet de loi. Mais il arrive avec un projet de loi. Exactement, c'est déposé. Deuxième phase, après qu'un projet de loi est déposé, il y a une consultation publique qui est faite en commission. Là, le gouvernement, avec des options officielles, trouve une liste des différents groupes qui vont participer à cette discussion. Alors, c'est certain qu'Hydro-Québec était présent, Énergie solaire Québec était présent. Il y a eu une grande liste des gens qui ont présenté devant la commission pour s'exprimer sur 69. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? En fonction de leur qu'est-ce point qui de doit vue, changer? Point de vue. Alors, l'idée de ça, c'est d'aider toutes les parties autour de la table, le côté gouvernemental et les oppositions, d'avoir une bonne idée, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ou certains points où l'opposition doit vraiment faire une bataille pour la société civile pour dire ça, on dit absolument non, ça passe pas. Alors, après ça, le moment que ces discussions-là, la consultation est terminée, on passe à l'étude détaillée. Et on est rendu là présentement, et ça, c'est où on regarde le projet de loi, article par article, puis il y a une discussion sur chaque article. Et le projet de loi est énorme. C'est énorme. C'est une massive pièce législative et très technique dans certains éléments qu'on commence à parler, la régie de l'énergie, puis les différents conseils d'administration. Oui, parce que vous ne maîtrisez pas tout forcément. Non, et quand même, des fois, on rentre dans des détails de certains éléments qui sont hyper techniques. Puis il faut prendre une pause pour demander à un expert de venir puis expliquer à tout le monde qu'est-ce que cet article dit exactement, qu'est-ce que ça change. Donc là, vous en êtes là aujourd'hui, là? On est rendu là, oui. Et les prochaines étapes, donc ça serait… Entre ici puis la fin de la session, on va continuer d'étudier ça. On est rendu à l'article 38 de mémoire, puis environ 178 articles. Alors, il y a toujours beaucoup de travail à faire. Je ne sais pas si on va rendre jusqu'à la fin. C'est possible que le gouvernement peut passer le projet de loi avec une mesure parlementaire qui s'appelle Bayon. En bref, on coupe le débat court puis on passe le projet de loi sans regarder chaque article. Comme en force. En force, exactement, l'adoption de le projet de loi. Je ne sais pas si le gouvernement va faire ça. C'est juste une possibilité parce qu'on arrive à la fin de la session en 3 semaines. Et c'est juste possible qu'ils vont utiliser cette clause-là pour passer le projet de loi. Mais on est rendu là. On est en train d'avoir des très bonnes discussions sur plein des différents éléments dans ce projet de loi qui est hyper important pour tout le monde qui nous écoute. Et ensuite, la deuxième actualité qui sont les annonces d'Hydro-Québec la semaine dernière. Oui. Enfin, même s'il manque quelques bouts. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pour faire un rappel très rapide, c'est qu'il y a des appels d'offres qui vont arriver pour cette année pour des réalisations solaires jusqu'en 2029 de 300 mégas. Hydro-Québec a fait aussi une annonce parallèle en disant que sur les 10 prochaines années, ils souhaitaient un total de 3000 mégas. Donc ça a un peu fait tomber tout le monde de sa chaise. Personne vraiment s'y attendait, c'est une bonne chose. Maximum, apparemment, les dernières informations qu'on a, c'est par maximum des tranches de 25 mégas. Oui.
Et en parallèle, le volet résidentiel, Oui. où Hydro-Québec, ça fait déjà plusieurs mois, ils ont annoncé qu'ils voulaient sur les 10 prochaines années 125 000 maisons, Oui. très simplement, maisons avec du solaire raccordées. Avec également de l'aide financière, on ne sait pas encore de quelle aide, mais clairement il la faut parce qu'aujourd'hui on est entre 15 et 18 ans en temps de retour sur amortissement pour un projet solaire au Québec. Il va falloir faire descendre ça drastiquement pour que ce soit rentable et que les gens veuillent investir là-dessus pour leur maison. Cette aide sera donnée en 2026 et elle sera annoncée, en tout cas le montant sera annoncé cet été. Donc voilà, ça c'est pour un petit peu le résumé. Comment est-ce que vous avez réagi à ces annonces-là? Est-ce que vous y attendez Première chose, j'étais très très content avec l'annonce que Hydro-Québec a finalement au minimum arrivé avec quelque chose qui est ambitieuse dans le sens qu'on va arriver avec le même montant de production d'énergie solaire que l'Ontario si Ontario n'augmente pas de leur côté. Alors je dis finalement, on est dans le game, c'est important. En tout cas, on l'annonce. On annonce. C'est certain que quand on regarde le document, il n'y a pas énormément des détails comme quoi le prix pour le prochain appel d'offres. Tout ça, comme je sais, certaines choses vont être mieux détaillées dans Mais ça les contraint à continuer maintenant qu'ils l'ont annoncé. Exactement, et ça donne au minimum un objectif pour Hydro-Québec. On pense qu'on est capable de faire 3000 MW, puis si ça va bien pour les premières rondes des appels d'offres, puis on regarde que c'est facile d'intégrer ça dans le réseau, puis ça arrivait rapidement, c'était on time puis on price. Là. Si certaines choses, éléments comme ça arrivent pour les plus gros projets, je pense que ça va être une hyper bonne nouvelle pour le secteur solaire au Québec. Pour les 25, ça va être intéressant aussi de voir c'est quoi le plan pour ça. Parce qu'il y a beaucoup, il fait beaucoup de références à l'unité autochtone. Alors, est-ce qu'il y a aussi comme une idée de peut-être faire ça dans certaines régions du Québec? Je ne sais pas. Ou peut-être avoir des aides différentes selon les territoires, peut-être? C'est ça, exactement. Okay. Ça, c'était pas vraiment détaillé dans leur plan, sauf qu'ils vont aller l'avant. Puis, pour les maisons, les panneaux solaires sur les toits, oui, je trouve que c'est formidable. Mais en même temps, j'espère que Hydro-Québec est un peu prudent avec le roll-out aussi. C'est comme trouver certains secteurs du Québec, c'est à Montréal, c'est à Québec. Personnellement, peut-être commencer aussi avec certains coins plus des centres-villes, des banlieues, faire certains projets en région, mais faire un mélange, s'assurer que ça marche bien, parce que j'ai vu vers la fin du document, la façon qu'ils vont récompenser les gens, c'est de l'acheter le surplus de leur énergie. Ouais. Je comprends bien. Alors, le prix va être quoi exactement? Et tout ça, parce que comme Florian t'a mentionné, est-ce que ça va demeurer l'investissement? Est-ce que les gens vont avoir une retour sur l'investissement? Je ne sais pas si ça répond à des craintes que toi, tu as soulevées sur LinkedIn, plein d'autres mondes aussi, mais si c'est seulement rentable sur une période de 25 ans, est-ce que les gens vont le faire? Non. Et je pense que cet élément-là, pour les panneaux solaires sur le toit des maisons, c'est super intéressant parce que ça implique les citoyens de participer dans la transition énergétique. Complètement. Et aussi de se rendre un peu plus autonome. Le moment que tu vois comment tu produis l'énergie, et tu dois être un petit peu plus prudent avec la consommation et la production. Ça responsabilise en fait. Exactement. Et je pense que les gens vont l'aimer ça. Et si on ajoute une mix avec des batteries à la maison aussi, je pense qu'avec les changements climatiques, des événements météo qui sont de plus en plus sévères, les risques des cyberattaques sur un réseau comme Hydro-Québec, de plus qu'on peut être autonome des systèmes de micro-réseaux, il y a certaines sécurités aussi qu'une communauté peut avoir au minimum un petit peu d'énergie pour le Wi-Fi, pour le frigo, pour le sub-pump, des trucs comme ça. Alors, il y a des éléments hyper intéressants dans cette annonce d'Hydro-Québec. On commence avec des panneaux solaires, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Et est-ce que Hydro-Québec va subventionner l'achat des panneaux solaires ou est-ce que le gouvernement peut arriver avec des prêts, pas d'intérêt comme le gouvernement fédéral a fait? Et ça peut être Québec ou Ottawa qui offre un type de programme comme ça, ou quand même une subvention sur l'achat des panneaux solaires. Je pense que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer aussi. Il peut lancer certaines initiatives pour s'assurer que c'est rentable pour les citoyennes. Et je voulais ajouter que j'espère qu'Hydro-Québec va avoir des projets pilotes pour des communautés plus défavorisées. Parce que c'est certain, ça prend un investissement de 20 ou 40 000 $. Même avec une aide, ça prend quand même une enveloppe d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça prend quelqu'un qui a la capacité de prêter cet argent d'une banque.
tout le monde n'a pas cette capacité-là. Alors, si on peut regarder certains coins défavorisés où on sait que le réseau n'est pas super fiable. En plus, oui, ça peut faire d'une pierre deux coups finalement. Et c'est Hydro-Québec qui installe les panneaux solaires si ça appartient à eux. Alors, j'ajoute ce côté-là. C'est pas vraiment dans nos discussions, mais c'est quelque chose à prendre en considération pour Hydro. Et puis, parce que nous Québécois, on aime bien faire les choses différentes du reste du Canada, mais il y a aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, le solaire au Québec est majoritairement hors réseau. C'est-à-dire qu'on parle de chalets, de bateaux, de VR, de communautés isolées, etc. Et on a très peu, enfin il y en a un petit peu, mais pas beaucoup finalement, mais tous nos professionnels du solaire sont très très bien expérimentés ici, notamment dans la batterie, ce que le reste du monde presque nous envie. Mais aujourd'hui, avec ces annonces-là, Hydro on en parlait en début en off, a eu un effet inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les particuliers qui ont lu la presse ont appelé les installateurs du Québec en disant « Ah, je veux m'installer des panneaux, j'ai vu sur la presse qu'il y aurait de l'aide, etc. » Sauf que ça fait l'effet inverse parce que maintenant, les professionnels sont là à dire bah, « Oui, mais c'est que l'année prochaine, donc attendez. Et il y a une espèce de vague qui va arriver. Donc, il faut calmer un peu l'engouement des gens, qui est très bon, parce que c'est un signal positif de toute façon. Par contre, ça ouvre aussi la question de la formation, de la certification. Il y a beaucoup de choses. C'est là où moi je suis content d'entendre des annonces comme ça, mais je suis quelqu'un d'un peu pragmatique aussi. Au bout de 2 minutes où je me suis réjoui, je dis ok, il y a des choses qui ne vont pas pour l'instant. On n'est pas encore prêt pour cette vague-là. Quel est votre sentiment là-dessus sur les choses à débloquer avant d'avoir un marché sain? C'est certain. Et le main-d'œuvre, c'est l'enjeu quand même partout. Pas que le solaire. Juste en général. Et je pense qu'aussi, il faut réfléchir un petit peu à long terme. Nous avons nos capacités aujourd'hui, des gens qui sont capables d'installer des panneaux solaires sur un toit, des entreprises qui savent comment faire ça. Ils existent, mais c'est vrai, ils vont avoir beaucoup de pression sur les épaules. Et ils l'ont déjà, c'est ça qui est fou, c'est que le marché, même hors réseau, il n'y a pas assez d'installateurs par rapport à la demande déjà. Exactement. Et peut-être qu'on ne peut pas régler ça aujourd'hui, mais Hydro-Québec, en lien avec le gouvernement de Québec, lancer certains programmes de formation. Nous sommes aussi à UQAM aujourd'hui. On a l'Université de Montréal, McGill, Concordia. D'ailleurs, il y a des panneaux solaires sur le bâtiment de l'UQAM juste à côté de chez nous. À côté, mais quand même, regarde le niveau des cégeps. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut avoir une classe, une formation supplémentaire? Oui, parce qu'il y a le cégep de Jonquière qui offre ça, mais effectivement… Mais c'est à Jonquière, Et c'est parfait pour les gens de Jonquière, mais est-ce qu'on peut regarder, et ça va prendre un plus grand rôle de le ministère de l'Éducation et l'enseignement supérieur de trouver, bien, si on veut dérouler ça au Québec dans les prochaines années, il y a des possibilités, des opportunités pour les gens, mais ça prend une formation. Comment le gouvernement va arriver pour s'assurer qu'on a autant de monde qui est formé pour faire ces installations, ça va être hyper important. Et quand même pour Hydro-Québec, j'imagine qu'ils ont une expertise interne, mais est-ce que tout le monde est formé là-dessus? Exact. C'est des questions à poser à Hydro-Québec la prochaine fois que M. Sévillon en commission. Mais c'est une très importante question, c'est certain. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne parle pas que de le gouvernement, les partis politiques, peu importe lesquels. Hydro-Québec, peut-être la Régie de l'énergie, mais il y a aussi le ministère de l'Éducation. C'est qu'à un moment, on ne peut pas avancer l'un sans l'autre. Donc ça va prendre quelque chose de parallèle et que tout le monde travaille ensemble pour avancer, quoi. Certainement. Et ça, c'est le côté plus intéressant de la politique. C'est comme, ça, c'est un gain qu'on peut faire pour la société. De mettre en place une course de formation, c'est une bonne chose. Alors, c'est maintenant de déclencher la machine gouvernementale pour répondre à cette nouvelle réalité. Mais c'est la même chose pour les monteurs de ligne, pour tout le monde qui travaille pour Hydro-Québec. On sait qu'il y a, quand M. Sebia a annoncé son plan d'action, on sait que ses préoccupations, c'est les Autochtones, c'est la formation, c'est l'efficacité énergétique, c'est tout numérisé, tout ça. Alors, sur la question de la main-d'œuvre, on juste ajoute à des enjeux d'Hydro-Québec, mais en même temps, comme je dis, c'est des opportunités pour les gens aussi. Absolument. Et puis là, on est de toute façon dans la construction. Quel va être le rôle justement de tous ces groupes dans la construction? Parce que la CMEQ, les choses comme ça, le solaire, il n'y a rien qui existe pour l'instant, vraiment. Qui c'est qui va s'occuper de ça, de dire comment on classe l'installateur solaire au Québec? Est-ce qu'il doit être électricien? Est-ce qu'il ne doit pas l'être? Je sais qu'il y a plein de mes clients ou de professionnels au Québec qui me posent cette question-là. Quel rôle va avoir à jouer tout ce qui est code du bâtiment avec le solaire qui arrive dans la game comme ça là? C'est une très bonne question. Je regarde, c'est certain que la ministre Frenchette va avoir un rôle à jouer parce que porte-parole responsable pour le dossier d'énergie. Mais je pense que Jean Boulet va avoir un rôle à jouer dans ce dossier-là aussi, comme j'ai mentionné,
M. Drainville en éducation, Mme Deary, enseignement supérieur. Ça va prendre une bonne collaboration entre tout le monde, mais qui va être le leader? J'imagine que ça va être la ministre responsable pour l'énergie. Et ça va prendre probablement le rôle du bureau du premier ministre pour s'assurer qu'il y a une bonne coordination dans tous les différents ministères. Et ça, c'est quelque chose que j'imagine Hydro-Québec a déjà parlé avec le gouvernement. J'espère, je n'ai pas ces informations-là. Mais j'imagine que c'est quelque chose aussi que des fois Hydro-Québec a dit, bien, si le gouvernement est intéressé par l'énergie solaire, bien, voici certaines choses qu'on a besoin de votre côté aussi. Alors, on sait qu'il y a des discussions entre Hydro et le gouvernement souvent aussi. Okay. Mais, oui. Une question un petit peu plus personnelle, entre guillemets, en tant qu'humain, on va dire, c'est... Moi, je sais que personnellement, ou même d'autres professionnels de l'industrie, peuvent ressentir de la frustration souvent auprès des politiques par rapport à l'enjeu solaire en ce moment. Est-ce que vous, en tant que représentant du Parti libéral, le point de vue que vous défendez, est-ce que vous avez des frustrations en disant « Ah, ça va pas assez vite et moi je ferais plutôt comme ça » ou... Je pense pas frustration. Je pense pas que c'est le bon nom. La première fois que j'ai posé les questions sur l'énergie solaire, je pense que tout le monde à l'Assemblée nationale m'a regardé comme si j'étais fou. Honnêtement. Mais j'étais comme, non, je sais, je parle avec des gens. LinkedIn, c'est un réseau qui est formidable. Le moment que j'ai commencé à parler de solaire, j'ai reçu plein de messages des gens comme Benoît Marcoux, qui sont hyper intelligents, qui connaissent le domaine de l'énergie, qui disent « Greg, faire attention, si vous voulez parler de l'énergie, excuse-moi, de l'énergie solaire, il y a des enjeux comme ça. » Mais ça ouvrait beaucoup des portes aussi, que j'ai commencé à parler avec des gens qui sont des experts et quand même faire mes propres recherches sur le dossier. Mais la première fois que je pose la question, je dis parce que je sais que ça peut marcher, parce que ça marche ailleurs. Et je ne dis pas faire ça juste dans un one-shot, mais il faut commencer à en discuter comme une société. Il faut au moins commencer quelque part, quoi. Alors, en même temps, je dis, OK, je regarde partout, les autres provinces sont meilleures que nous. On peut au minimum être mieux qu'eux autres. On va commencer avec ça. Mais j'ai posé la question avec beaucoup d'espoir. J'ai dit, des fois, en société, ça prend que quelqu'un qui lance la balle. Et j'ai vu que beaucoup de monde dans le secteur de l'énergie solaire sont déjà là, qui crient « Hey, on est capable, oui, on a l'expertise, on crie là-dessus. » Je dis « Bien, je vais faire au minimum mon rôle comme une critique, de poser la question. » Alors, je n'étais jamais frustré. J'ai toujours senti une ouverture de côté du gouvernement. Alors moi, j'essaie de toujours demeurer optimiste puis positif. Alors, oui, tout n'est pas réglé avec l'annonce d'Hydro-Québec, mais on avance. On avance. En 2 ans, il y a eu des gains pas mal majeurs pour le Québec. Puis maintenant, c'est juste de s'assurer on fait ça correctement. Puis on continue la discussion là-dessus. C'est pas terminé, loin de l'être. Mes 2 dernières questions, ce sera vraiment sur la politique. Il y a eu 2 événements politiques majeurs les derniers mois, l'élection américaine et l'élection canadienne. Donc on a rarement vu autant de choses en si peu de temps en Amérique du Nord. Quel est sur le côté, encore une fois, énergie renouvelable plus globale de l'élection de Trump? C'est quoi votre vision là-dessus là? Ou vos craintes ou vos espérances? Moi, je pense que sur le terrain aux États-Unis, les États ont beaucoup de pouvoir de déterminer... Plus de marge de manœuvre. Exactement. Ils ont plus de marge de manœuvre. Alors, ça va être plus difficile, il n'y a aucun doute. Mais quand même, je pense qu'il y a certaines tendances qui ont pris de l'ampleur. Puis n'oubliez pas qu'aux États-Unis, l'argent parle. Si c'est le meilleur coup, on va aller dans cette direction-là. Oui, parce que ça, c'est le capitalisme sans, exactement. Mais quand même, j'ai lu récemment que Texas a ajouté que des parcs solaires doivent produire l'électricité au milieu de nuit, est-ce que c'est possible avec un système de stockage. Bref, c'est sûr que ça rend ça plus difficile. Les gens disent, bien ça c'est pour aider le côté de gaz, des producteurs de gaz, etc. Mais un endroit comme Californie, ça va continuer d'être un succès. Des autres juridictions, particulièrement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui a besoin de beaucoup d'énergie pour les centres de données, on ne peut pas juste développer le gaz. Ça va prendre une mixte. Alors, je pense quand même, peu importe là, puis après un an de Trump, le message va commencer à changer un petit peu. Puis aucune personne va l'aimer s'ils sont obligés de payer plus sur leur fracture d'électricité pour donner un plus grand rôle si c'est la charbonne ou quoi que ce soit, là, que les mots que Trump répète. Je ne pense pas que finalement ça va arriver parce que le prix de l'énergie renouvelable dans certaines juridictions, c'est juste le meilleur prix ou le bon prix. Alors, sur le côté de Trump, oui, j'ai toujours des inquiétudes. Chaque matin, je me lève et j'ai des inquiétudes après qu'est-ce qu'il dit. Mais je pense que ça va continuer
à avancer, mais probablement pas à le rythme comme si Kamala Harris était élue. Parce qu'on sait que Biden a mis beaucoup des mesures de l'avant pour s'assurer que l'énergie renouvelable peut accélérer aux États-Unis. Mais quand même, c'est pas bon, mais je pense qu'on va continuer d'avancer tranquillement sur le côté des États-Unis. Et si on revient sur l'autre côté de la frontière maintenant avec l'élection de M. Carney il y a quelques jours? Une chose que je veux que M. Carney parle un petit peu plus, oui, de le côté des énergies renouvelables. On a misé beaucoup sur les projets des pipelines. OK, je comprends, pour l'Alberta, si on peut trouver, bâtir un autre pipeline, peut-être vers l'océan Pacifique. Les gens parlent de revient avec un projet de l'Est. Je ne sais pas, il n'y a pas de projets sur la table. Mais un corridor énergétique ne peut pas juste axer sur le pétrole ni le gaz. Je pense qu'il faut avoir aussi une discussion, si c'est des lignes de transmission, si les meilleures interconnexions entre les provinces. Je pense que Terre-Neuve et Québec ont un memorandum of understanding, une entente en principe intéressant, mais je pense que le gouvernement fédéral doit n'oublier pas ce côté non plus. Puis j'ai eu M. Sabia en commission la semaine dernière, puis je pose la question sur ce concept d'un corridor énergétique au Canada. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire pour aider Hydro-Québec? On parle beaucoup d'aider le secteur du gaz et du pétrole, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour Hydro-Québec? Il dit, bien, il y a le crédit d'impôt que le gouvernement fédéral a déjà baissé, mais ça, c'est quelque chose, une autre baisse peut être intéressant pour Hydro-Québec. Alors, comment le gouvernement fédéral peut aider le Québec et quand même l'industrie des énergies renouvelables et de continuer de soutenir? Je pense que c'est hyper important. Si c'est sur le niveau plus résidentiel, avec certaines prêts ou quand même, comme je dis, des subventions pour les panneaux solaires, c'est intéressant, mais juste de ne pas oublier ce côté que l'énergie renouvelable demeure l'avenir, puis une solution à notre enjeu énergétique pour produire plus d'énergie au pays. Et en même temps, parler de le côté des pipelines, du secteur de pétrole et du gaz, parce que pour l'instant, c'est parti de le mix. On en a un besoin. Oui, puis c'est là, en fait. Il y a eu ce débat pendant des dizaines d'années en France, notamment avec le nucléaire, où effectivement, personne n'est foncièrement pour le nucléaire. Mais c'est là, ça fonctionne, c'est décarboné, parce qu'on oublie souvent, on confond souvent aussi les émissions de CO2 avec le prix, avec les choses comme ça. Même l'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable de toute façon. Donc, c'est à classer dans cette catégorie-là. Aujourd'hui, comme on disait, il y a des choix qui ont été faits, c'est d'accepter qu'ils aient été faits. Et maintenant, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que ce serait naïf de dire qu'un jour, on pourrait avoir, pour toutes les provinces du Canada, quelque chose de plus uniforme une fois qu'on aura passé certains enjeux, ou c'est encore peut-être le territoire fait que de toute façon, on est voué à avoir des politiques différentes entre les provinces? C'est certain qu'on va toujours avoir des politiques différentes. Le rôle du gouvernement fédéral, c'est peut-être de regarder plus comme... C'est plus de façon qu'on transporte l'énergie. Et ça, c'est où ça revient le moment que ça traverse deux provinces en termes de la difficulté d'avoir un territoire très Exactement, grand. Mais c'est la responsabilité du gouvernement fédéral de mettre tout le monde autour de la même table pour dire est-ce que c'est possible, c'est quoi les conditions qu'on doit mettre en place pour s'assurer que c'est gagnant. Et c'est certain, il faut respecter des compétences des provinces aussi. Mais sur le niveau fédéral, leadership est très important sur les questions énergétiques. Il n'y a aucun doute. Mais entre les provinces, il y a beaucoup de similarités parce que tout le monde a un certain mix dans leur portfolio énergétique. On l'a vu exactement. Ça varie d'une province à l'autre. Une chose qui est intéressante, c'est juste le fait qu'on ne vende pas beaucoup d'énergie d'une province à l'autre. Quand même, ce concept de vendre une pipeline, de prendre l'énergie d'Alberta pour transporter à des juridictions sur l'Atlantique, j'ai dit, sans s'arrêter. Pourquoi on ne s'arrête pas nécessairement à Montréal puis on vend le pétrole moins cher ici ou quand même l'électricité en West, comme on peut avoir cette discussion philosophique, mais c'est l'autre chose. D'où l'intérêt du solaire aussi. Exactement, c'est comme des choses localisées. Quoi. Alors, beaucoup de notre infrastructure est basée nord vers le sud, pas est vers l'ouest, ouest, l'est. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu des discussions depuis des décennies au Canada, qu'on peut améliorer. Et je pense qu'il faut, dans le contexte actuel, améliorer puis avoir des vraies discussions. Mais c'est pas toujours facile. Quand j'étais dans les années de M. Couillard, on a signé des ententes avec Ontario pour vendre plus d'électricité, mais c'était super difficile parce que l'infrastructure n'existe pas. Alors, donc, ça, c'est notre place. Exactement. D'encourager Hydro One puis au Québec d'avoir meilleurs échanges.
Si une partie ou l'autre n'est pas hyper intéressée à cause du prix des lignes de transmission, ben peut-être le gouvernement fédéral peut jouer un rôle là-dessus. On arrive presque à la fin de l'entretien. En 2 minutes, si vous deviez juste nous dire quelle est votre vision pour le futur sur l'énergie en général au Québec et sur solaire en particulier, ça serait quoi vos souhaits là pour les prochaines années? Une chose, c'est que Hydro-Québec et le gouvernement du Québec continuent d'avoir un vrai dialogue avec la société civile sur ces enjeux hyper importants. Sans l'énergie, il n'y a pas de civilisation. C'est vrai. C'est les réalités. Et on le voit pendant les pannes de courant. Exactement. C'est probablement la chose la plus fondamentale. On ne peut pas avoir un système de santé, on ne peut pas avoir un système d'éducation, on ne peut pas avoir une économie si on n'a pas l'énergie. C'est très basic, mais c'est vrai. Alors, continuez à avoir ce dialogue-là, parce c'est certain, il y a beaucoup de not my backyard présentement qui puissant dans certaines communautés. Et maintenant, avec des énergies renouvelables, si c'est l'éolienne ou le solaire, les gens au Québec ont un peu obligés de réaliser qu'on va voir la production de l'énergie dans notre cours, qui n'est pas le cas avec des barrages, parce qu'ils sont loin. Oui, on le voit ils pas sont dans c'est magique et que ça arrive comme ça. Et Québec est vraiment une juridiction où ça, c'est rare. Des gens en Ontario puis aux États-Unis, ils voient leur centrale dans leur coin. Et puis ils voient le prix sur la facture aussi. Exactement, ils voient. Alors ça, c'est quelque chose que je pense que les gens vont s'adapter, juste voir, oui, des éoliennes, il y a des panneaux solaires et c'est correct, mais continuer à avoir un bon dialogue avec tout le monde. Puis je pense que l'autre chose qu'on n'a pas vraiment abordé, mais c'est sur la question de l'efficacité aussi. Absolument. Des bâtiments et des résidences et tout ça. Il faut aider des gens à être capables de faire des rénovations et des entreprises nécessaires d'être plus efficaces. Ce n'est pas juste une question de toujours de produire plus d'énergie. On aime ça. C'est bon, il faut en produire plus, mais en même temps, sur le côté de l'efficacité, il manque toujours des plans, le côté gouvernemental et un peu d'Hydro-Québec de s'assurer que les gens consomment leur énergie mieux. C'est un peu le problème d'Hydro-Québec finalement, d'avoir une énergie qui n'est pas chère, ce qui donne des mauvais réflexes depuis qu'on est petit. Et en France, mon cas personnel, on paye l'électricité 26 centimes d'euros. Oui. C'est autre chose. C'est-à-dire que là, les parents ils disent tu éteins la lumière, c'est le premier réflexe, c'est la première chose qu'on entend quand on est petit. Oui. Ici, c'est vrai qu'à 8 centimes, on a de mauvaises habitudes, donc peut-être… C'est certain que c'est une chose qu'on doit en discuter, continuer d'en discuter avec tout le monde. Oui, on a un prix qui est hyper compétitif et très bas. Et c'est sûr que c'est pas une question d'être coincé, mais avec le coût de la vie présentement, je comprends la politique du gouvernement de garder un cap sur l'augmentation des prix résidentiels à 3%, parce que si on augmente ça trop vite dans les contextes actuels, ça va être très, très difficile sur le portfolio de beaucoup des citoyennes. Mais quand même, il faut juste continuer de discuter la réalité que ça va continuer d'augmenter. Et les tarifs vont continuer d'augmenter un peu aussi. Mais c'est ça. Puis je pense qu'on va avoir des grandes discussions dans les années qui s'en viennent sur des barrages, des parcs solaires, des parcs éoliennes. Et c'est une bonne opportunité pour le Québec. Puis j'espère qu'on amène un leader dans la production de l'énergie verte. On croise les doigts pour que le futur que vous venez de décrire se réalise. Merci M. Kelly d'avoir pris le temps d'être venu nous voir et de partager avec nous. Si vous voulez continuer à lui poser des questions ou à nous poser des questions, LinkedIn, je pense que les gens peuvent vous suivre sur LinkedIn, notre LinkedIn aussi. Si vous avez des questions en commentaire dans la page YouTube, n'hésitez pas, je lui ferai passer ou sinon j'y répondrai directement. Merci infiniment. Merci à vous pour l'invitation. Qu'on se reverra peut-être pour un bel épisode où Hydro-Québec aura enfin tout annoncé, qu'on sera déjà à 300 000 projets solaires à travers la province. Exactement, on suit ça de près. Merci. Et merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ciao.